bonsoir, merci à tous d'être venus. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour accueillir Benoît Philippon ce soir. Pour les fidèles des animations, je n'ai pas beaucoup l'habitude d'organiser les interviews. D'habitude, c'est souvent Baptiste et Fabien. Voilà, un peu d'indulgence, mais aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, donc ça me fait plaisir de le faire. Et ça me fait plaisir aussi parce que c'est Benoît Philippon et parce que je lis ses romans depuis Cabossé. À l'époque, c'était son premier roman et j'étais libraire dans son quartier. Et donc, il m'avait apporté son manuscrit. Je pense que tu l'as lu en PDF. Ouais, je pense. Enfin, voilà. Donc, c'est un auteur que je suis depuis longtemps et donc je suis contente qu'il revienne à Bergerac. Il était venu pour Joueuse juste quelques jours avant le confinement, le premier confinement. Et donc, il revient aujourd'hui pour Papy Mariole. En espérant qu'il n'y ait pas un confinement qui suit. Ouais, voilà. Enfin, j'espère que ce soit pas complètement lié à chaque fois. Voilà. Je pense que vous êtes nombreux ici à avoir lu Mamie Luger. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui l'ont lu ? Voilà. Ah, mais émotion. Alors, ceux qui n'ont pas lu, qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieux. Voilà, je pense que, tu vois, Benoît, c'est un auteur qu'on défend ici, qu'on accompagne. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de proposer cette rencontre autour de Papy Mariole, qui est son dernier roman, que là aussi, j'ai lu en avant-première. Ouais. Et... Tu veux expliquer pourquoi ? J'ai lu la V1. Tu as lu la V1, ouais. Pour te donner mon avis. Voilà. Ouais, on en parlera. Ok. Bon, et je l'ai relu récemment, du coup, avec la version définitive. Pour démarrer la rencontre, je vous raconte pas grand... Tu veux dire quelque chose ? Ah non, bah vas-y, je te sens lancé là. Pour commencer la rencontre, je vais faire un petit pitch sur ce qu'est Papy Mariole. On connaît, à travers les différents romans de Benoît Philippon, on a vu les sujets de société qu'il aborde, son humour, la qualité de ses personnages, comment ils sont ancrés et comment on a l'impression comment on aimerait les avoir pour amis ou pour famille à chaque fois qu'on lit un de ses romans. On connaît toutes ces qualités et on les retrouve à nouveau dans Papy Mariole, qui est l'histoire de Mathilde, une jeune femme somme toute assez banale, pas très épanouie dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, un peu en conflit avec son père ou sa famille, elle va être, je vous raconte pas toute l'histoire, je vous assure, c'est vraiment le début. Elle va être victime, on la rencontre au moment où elle s'inscrit sur une application de rencontre par internet et elle va être victime de revenge porn, c'est-à-dire qu'une des personnes qu'elle rencontre va mettre sur internet des vidéos d'elle humiliantes. Et ça va la faire sombrer parce que c'est diffusé auprès de tout son cercle, dans toute sa vie et sa famille, ses amis, donc elle est complètement discréditée et humiliée. Au moment où elle touche le fond, elle rencontre Papy Mariole, autre personnage haut en couleur. Papy Mariole, il a bientôt 80 ans. Il est en EHPAD, c'est un ancien tueur à gages, il a Alzheimer, mais il se souvient qu'il a une dernière mission à accomplir, une dernière mission qui est importante, mais ça fait un peu comme ça, des fois il s'en souvient, des fois il s'en souvient plus. Et il s'échappe de l'EHPAD et il rencontre Mathilde. Et ces deux personnages qui sont finalement des victimes de la société quelque part, des personnes qui n'ont pas... des victimes. Comment ? Ils sont cabossés. Ils sont cabossés. Se rencontrent et ensemble, ils vont montrer un plan diabolique plein de vengeance et voilà, ça démarre. Voilà pour le topo du roman. Voilà, je vais m'asseoir maintenant. Et donc, ça te va comme résumé ? Très bien. Alors, juste, ils vont pas s'associer pour faire plein de vengeance. Non, ils vont s'associer pour... Vas-y, du coup. En fait... Ils sont complémentaires parce que elle a besoin d'être vengée et elle a 30 ans, elle est bien câblée. Lui, il perd tous ses repères, donc il lui dit moi j'ai un flingue, je peux vous aider à vous venger de la personne et vous pouvez m'aider à faire ma boussole et à retrouver le contrat que je dois honorer, sachant que les deux savent pas où ils vont en fait. Donc l'un va être la mémoire de l'autre et la boussole inversement et donc ils vont s'entraider et se reconstruire. Mais juste cette petite nuance, excuse-moi, je voulais pas, mais c'est pour dire que c'est pas un roman justement sur la vengeance, c'est pas une mécanique de
de romans noirs, thriller, glauques, hein. C'est plutôt deux personnages fracassés par la vie qui vont essayer de rendre leur faille, de colmater leurs failles ensemble, par cette complémentarité, d'essayer d'aller au bout de quelque chose qui pense être une vengeance, mais qui va être bien plus complexe et sophistiqué que ça. Mais vous le saurez en lisant Marielle. Une première question, je l'ai dit en introduction, tu as des personnages toujours très riches, vraiment c'est très approfondi, on a vraiment le sentiment de les connaître très bien dans le roman. Il n'y en a pas d'ailleurs beaucoup dans tes romans, des personnages. Non, il n'y a pas énormément de personnages, ils sont tous... bref, on peut en discuter parce que c'est vrai qu'il y a certains de tes romans où il y a des galeries de personnages, pas dans celui-ci. Il y a vraiment ces deux personnages principaux et des personnages secondaires importants aussi, mais secondaires. Et du coup, je me demandais, quand tu démarres un roman, est-ce que tu as déjà en tête, en priorité, des sujets de société ? Le féminisme, la revenge porn, Alzheimer, la vieillesse, ou est-ce que tu as déjà en tête des personnages auxquels toi tu as pensé, que tu as construit? Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Très très bien. En fait, ça va dépendre des romans, mais en réalité, quand même, la première chose que je fais, c'est que je vais faire mon casting. Alors, juste pour remettre moi, je viens du cinéma. Donc je vais parler beaucoup avec des référents cinématographiques, il ne faudra pas m'en vouloir. Et je fais souvent des dérapages, je dois appeler un chapitre, une scène, une séquence, enfin bref. Mais je fais des castings littéralement d'ailleurs. La tête de Mariol, il a la tête de Rochefort parce que j'ai casté Jean Rochefort pour mon roman. Je ne vais pas me priver puisque je peux me permettre de le faire. Je l'avais déjà fait dans Mamie Luger, souvenez-vous, l'inspecteur Ventura. Simplement parce qu'en revoyant Garde à vue, en préparant la garde à vue de Mamie Luger, je revois le film, Garde à vue, Claude Miller, avec donc Lino Ventura, et je me dis, mais je vais pas aller chercher plus loin, mon personnage, ça va être Ventura. Parce que du coup, ça me crée une identité visuelle, et ça me permet de façonner aussi à la fois une image, un son et une personnalité. Sur le personnage de Rochefort, c'est un personnage, comme tu dis, qui est très haut en couleur. Je voulais retrouver Rochefort et la gouaille des années 70 du cinéma de l'époque, Marielle Noiret-Rochefort, pour avoir un personnage qui tueur à gage. Enfin, j'aime bien jouer sur des caractérisations qui peuvent paraître antinomiques. Un tueur à gage, on va imaginer soit quelqu'un de taciturne, soit quelqu'un qui va être mafieux, tout ce qu'on veut, pas la sophistication d'un Jean Rochefort, avec des dialogues décalés, désuets et assez soutenus. Pour traiter assez vite, j'ai ma thématique de Alzheimer. Pourquoi je suis parti sur Alzheimer avec Jean Rochefort pour des histoires personnelles. Et j'avais envie de traiter son personnage, donc la mémoire qui s'en va, et lui qui va chercher une réponse, donc à travers ce contrat qu'il doit honorer, qui est plus compliqué qu'un simple contrat de je dois buter quelqu'un. On comprend au fur et à mesure que c'est un peu plus compliqué que ça. Et comme je peux pas spoiler la fin, je vous expliquerai pas d'où vient l'idée, mais c'était une très belle idée, c'était très émouvant. Mais vous saurez en lisant. Et suite à ça, on parle de thématique, donc j'ai la mémoire qui défaille de mon tueur à gages, et là pour une raison que la vie m'a amené en fait l'histoire du revenge porn de Mathilde. C'était un moment où je sais pas pourquoi j'ai eu j'ai une amie personnelle qui me dit je viens d'être victime de revenge porn, un truc pas méchant, juste odieux parce que c'est toujours odieux, mais et donc elle m'en parle et j'hallucine un peu de la situation. Et elle m'explique un petit peu, le côté des boys club. Elle s'est retrouvée sur des photos qui ont été prises à son insu. C'était un groupe de filles et bim, sur un WhatsApp, boys club, en plus du mec de ses copines, enfin bref, l'horreur. Et ça rentre en résonance avec une actualité, pour une raison que j'ignore. À ce moment-là, le revenge porn, on en parle beaucoup. Il y a la série sur Apple, Pam and Tommy, sur Pamela Anderson et Tommy Lee, la première sextape qui a fuité au tout début d'Internet. Il y avait eu le film de Jacques Audiard qui était sorti aussi des Olympiades sur le même genre de sujet.
Et il y avait eu sur Netflix, il y a ce documentaire que je vous conseille de regarder si vous voulez vraiment vous jeter par la fenêtre, qui s'appelle L'homme le plus détesté d'Internet, qui est sur un site qui s'appelle Is Anyone Up, que j'ai cité dans le roman, sur un garçon formidable qui s'appelle Hunter Moore, qui héberge des contenus à caractère pornographique qui ont été volés à des femmes qui n'ont absolument pas consenti à ces images. Et lui, il n'est qu'hébergeur, donc il n'était pas préjudiciable par la loi. Nous sommes dans un système où la loi est formidable. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, bon, en gros, je voulais un peu clore ma tétralogie sur la violence faite aux femmes à travers une approche que je n'avais pas encore faite, parce que c'est vrai que Mamie Luger, c'était l'histoire de la violence faite aux femmes à travers le siècle. Là, je suis dans une actualité très virtuelle, on est dans le 3.0, c'est quoi aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, on en parle beaucoup là. Maintenant, c'est Taylor Swift qui est victime de shaming et de deepfake pornographique. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi tous ces trucs-là. Je fais une longue réponse, hein, tu vois, t'as pas besoin de faire beaucoup de questions. Et donc voilà, en fait, j'ai mes thématiques qui vont se répondre, parce que j'ai Mariole qui a la mémoire qui s'efface et Mathilde qui a la mémoire qui ne s'effacera jamais, puisque c'est sur Internet. Et après, je caste, c'est-à-dire je caractérise mes personnages. Je sais qu'avec Mariole, je vais aller, il s'appelle Mariole, c'est Jean Rochefort. Je sais que je vais pousser les potards un peu comme j'aime bien faire, outrancier, mais tout en restant sincère. C'est-à-dire que le personnage de Mariole doit être touchant, mais il est surcaractérisé la Rochefort. Là où Mathilde, elle est, comme tu disais, elle est peut-être pas banale, mais elle est normale. C'est une femme normale dont la vie bascule dans l'extraordinaire et le monstrueux. Et justement, c'est ça qui permet après de créer des situations où on bascule toujours entre quelque chose de réaliste, qui est tangible pour nous tous, dans les problématiques de Mathilde, et de l'extraordinaire de Mariole qui arrive avec son univers très référencé, mafia, vengeance, flingue, et où elle va lui expliquer comment fonctionnent les applis de rencontre, c'est quoi une dick pic, et lui il comprend rien, et lui il est sur les Beretta 9 mm, quoi. Et ça crée des situations qui permettent à la fois d'être drôle, d'être grave, de traiter tout au fil vraiment cette problématique du revenge porn, parce que autant lui, sa problématique, ça va être de mener son enquête. Donc en ça, je réponds à ta 8e question. En ça, ça prend les codes du polar, que je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais j'aime pas, moi, les trucs d'enquête et d'intrigue, je suis très mauvais à ce truc-là. Oh, mais là, t'as vraiment joué avec. J'ai joué avec, mais c'est la première fois que tu fais ça, mais du coup, c'est un jeu. C'est un vrai jeu. Alors moi je suis pas sur les whodunit, sur l'inspecteur, le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier, ou des trucs plus sophistiqués comme on peut voir dans la littérature noire. Je sais pas faire ça, et ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de quoi on parle, c'est quoi la thématique, qu'est-ce qu'on dénonce. Mais par contre, de jouer avec ce côté, lui c'est une fausse enquête, c'est un faux polar, c'est un non-polar. J'avais caractérisé comme ça, comme un non-polar, c'est-à-dire que il sait pas où il va, il a des indices, il a une enveloppe avec plein d'indices. Donc ça, je me suis mis à faire ma liste d'indices, et qu'est-ce qui est derrière ces indices. Et Mathilde, qui est téléphage, elle regarde Netflix comme tout le monde, dit attends, je vais t'aider. Et là, c'est la fête de n'importe quoi. Et ça les fait avancer, mais dans une succession de déductions, plus ou moins probables, mais qui fait quand même que ça avance. Donc je joue avec les codes du polar, pour amener mes personnages. Mais ça c'était la première fois, enfin moi je l'avais pas vu avant, ce côté vraiment jus de citron et ainsi de suite, enfin vraiment les leviers. Non mais ça ça va. Ça va. Vous avez rien entendu. Vraiment juste les petits éléments qui permettent d'avancer. Oui, il s'est laissé plein d'indices en fait, Papy Mariole. Il savait qu'il perdait la tête. Et dans cette enveloppe, il a laissé plein d'indices pour cette dernière mission. Pour s'aider lui-même, vraiment comme les codes du polar, c'est-à-dire on a plein d'indices. Ah, mais alors le tueur a fait ci, il a fait ça. Et moi, je me suis arraché les cheveux avec cette histoire pour faire en sorte que ces indices aient à la fois un sens face à l'ancienne intrigue, et surtout qu'il y ait ce reveal de fin incroyable. Vous le saurez en lisant. Qu'en fait, c'était pas du tout ce qu'on pensait. Vous êtes haltés là. Hein.
Juste, tu J'ai parlais... répondu à ta question ou pas du tout? Si, oui, tout D'accord. va bien. Ça va, Tu parlais des personnages un peu surcaractérisés. Là, je trouve que ça allait encore un cran plus loin, puisque Mathilde, elle subit carrément une transformation. Et elle va... Enfin, moi, je trouve qu'on basculait presque dans le côté pulp, super-héros. Enfin, même les noms, Wendy Love, Pussy Doll, Dark Rainbow, enfin, tous ces noms-là de super-héros, en fait, elles sont quand même... Enfin, elle est quand même dans une posture de... Ouais, je Là. joue toujours avec les codes de la fable et du comics, parce que je suis très mythologie comics, donc les Marvel, les Spider-Man, etc. de l'époque. Et j'aime bien cette notion de on met un costume et on devient une autre personne. Donc effectivement, Mathilde, à un moment, elle va se transformer pour dire bah, je prends entre guillemets ma vengeance en main. Mais justement, elle ne devient pas super-héroïne. C'est-à-dire que j'aurais pu tomber dans l'écueil où d'un coup, elle va apprendre le Krav Maga, elle a 5 flingues, elle va dire hey, oh les flingues. Et pas du tout en fait. Non. C'est juste qu'elle essaye de se réapproprier son personnage et l'estime d'elle-même. Et à chaque fois en fait, c'est qu'on connaît tellement, c'est tellement codifié ce genre-là que les gens ils savent exactement vers quoi tu les amènes. Si tu dis elle va se transformer, elle devient badass, hein, on voit tout de suite le côté Harley Quinn. Et justement, la référence c'est Harley Quinn, mais c'est de dire non, ça va être plus ancré dans une certaine forme de réalisme. Comment elle peut faire pour se venger de ce système-là, même si c'est pas complètement réaliste, mais sans rentrer dans un truc qui pourrait vite tomber dans quelque chose de gratuit. Je me suis battu sur Mamie Luger pour que ce soit pas gratuit la façon qu'elle a d'exécuter ces hommes et pourquoi elle les exécute. Et là, l'idée c'était pas qu'elle arrive en disant bah, du coup je vais les buter tous, parce que sinon ça marche sur un film d'action, mais sur un roman c'est pas intéressant quoi. Mais du coup, il y a une forme de manipulation qui est plutôt dans l'image, que tu nous enfin, à travers des éléments de la culture qu'on connaît, tu nous aiguilles sur des chemins. Et en parallèle, il y a ta façon d'écrire qui... Enfin, je trouve que finalement, ça génère beaucoup d'images. Et on sent quand même vraiment la présence du scénariste. Enfin, c'est quand même vraiment lié au cinéma. Ouais, beaucoup, mais le Parce que cinéma... du coup, ça guide même nos émotions. On a une sorte de première intention d'émotion à travers ce que tu nous envoies, et ensuite, c'est oui ou non, quoi. Ouais, clairement. Moi, de toute façon, j'écris toujours, je dis toujours que je remplace la caméra par le stylo. Quand j'écris une scène dans un roman, quand j'écris un chapitre, je vois la scène, je vois la situation. Si j'ai besoin d'un gros plan, je vais décrire le gros plan, je vais décrire le son, les atmosphères. Si j'ai besoin d'une musique, limite, je vais pas la décrire, je vais pas la dire, hein, mais je vais utiliser tous les principes narratifs du cinéma, que ce soit scénaristique, montage ou visuel, pour créer. Ce que moi j'aime dans le cinéma, c'est ce côté immersif, qu'on a aussi en roman évidemment, mais moi comme j'ai pas la plume d'un grand romancier de littérature, j'utilise ces codes-là pour le faire. Et j'utilise aussi beaucoup de codes pop, comme tu disais là sur le... Effectivement, elle se fait appeler Pussy Doll parce qu'elle est dans les sites les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, tu regardes Tinder, tout le monde a des avatars. C'est la mécanique actuelle, c'est-à-dire que je joue avec des codes entre guillemets de mythologie, j'ai des comics, mais en fait je vais pas pousser très loin. Wendy Love qu'elle rencontre, c'est une actrice porno, donc elle a un pseudonyme en tant qu'actrice porno. Donc en fait à chaque fois c'est aussi une fausse piste, c'est-à-dire que quand je dis bah du coup je joue avec ces noms, d'un coup on est un peu dans ces codes un peu Marvel, un peu super-héros, mais on se rend compte qu'en fait notre société fonctionne beaucoup avec cette dynamique des avatars et du masque, parce que systématiquement pour le coup ça c'est la mécanique globale dans tout ce que je fais, c'est le masque social, c'est ce qu'on montre et ce qu'on est à l'intérieur. C'était cabossé, Roy, il a une tronche de tomate écrasée, il est monstrueux, il fait 2 mètres sur 2, mais en fait à l'intérieur il a une sensibilité féminine, il est tout en délicatesse et tout en sensibilité. Et Mamie Luger et Berthe, au contraire. Donc, enfin, elle est aussi sensible. Et c'est toujours cette dynamique de dire notre société fonctionne avec ces codes-là. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est Internet, ça l'a décuplé 1000 fois parce qu'on est sur un rapport à l'image, au filtre, les selfies, tout ce qui est Instagrammable, l'image qu'on donne quand on se prend en selfie. Et tout ça, ça joue avec ce code-là du costume, quelque part. Donc moi, mon travail, c'est d'essayer de jouer avec ce que le lecteur, la lectrice ou le spectateur assidu
qui va cramer un peu les rouages Netflix, dit bah oui évidemment il va aller là, c'est dire bah je sais bien que tu penses que je vais aller là, bah non en fait j'utilise ce code là parce que je sais que tu penses que ça va avoir ce goût là, mais je vais te surprendre parce qu'en fait je vais t'amener là, et là normalement j'essaie de te choper avec quelque chose qui est beaucoup plus sincère, et qui a un vrai message sujet au moment où tu t'y attends pas quoi. Et c'est un peu l'équilibre que j'essaie d'avoir, comme j'ai fait avec Luger, où Mamie Luger, c'est très outrancier, cette femme qui a ses 7 ans dans la cave. On aurait pu tomber dans un truc qui est non seulement pas crédible, mais qui est pas émouvant. Et le fait de raccrocher ça à quelque chose de sincère dans ce qu'elle a vécu, on accepte ce côté barbe bleue de Mamie Luger. Mais en fait, ça donne aussi à ces personnages un côté, c'est pas universel, mais ils accèdent quand même à une forme de représentation d'un public beaucoup plus large que juste leur personne. Donc en fait, Mathilde, ça peut être plein de femmes, Papy Mariole, ça peut être plein d'hommes, Mamie Luger aussi, et ainsi de suite. Et du coup, je trouve ça, ils sont représentants de beaucoup de monde. C'est ça, c'est le principe pour moi de la fable. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai une écriture qui est pas réaliste et je joue sur les codes de la fable parce que la fable, par définition, c'est de dire, à partir du moment où tu décris une cigale et une fourmi, on est tous un peu qui est la cigale, qui est la fourmi. Et en fait, ça se retrouve partout dès que tu dis les La Fontaine, la mythologie en général. La mythologie, c'est fabuleux pour ça parce que malgré tout, on va tous se reconnaître dans un de ces, je sais pas, que ce soit le centaure, l'Apollon, le Minotaure, le machin, parce que finalement, toute la psychanalyse est basée sur ces figures-là. Donc à partir du moment où tu joues sur les codes de la psychanalyse et de l'allégorie de la mythologie, c'est exactement le même principe. Quand j'ai décrit Mariole en me disant Rochefort, Alzheimer, EHPAD, tueur à gages, on me dit bon il est loin de moi. Mais en fait non, assez vite je te raccroche et là j'ai déjà beaucoup de retours là-dessus parce que je l'écris avec. Je sais que moi je distille des éléments qui sont ancrés dans quelque chose de vrai, de réel et de sincère, et du coup de gens qui vont me dire ça me fait penser à mon père, à mon grand-père, ainsi, et on peut tendre vers quelque chose d'universel, mais à travers une figure qui est un peu plus grande que la réalité quoi. Oui, c'est ça. Et je préfère ça que de décrire des personnages qui sont très ancrés dans une réalité. Et il y a des gens qui font ça très bien, mais moi c'est vraiment pas mon univers, et qui vont être dans une vie normale, et tout va se passer dans la cuisine, et voilà, c'est aussi une autre écriture, c'est une autre façon d'appréhender les choses, et moi j'aime bien jouer à grossir le trait. Par contre c'est un travail que je fais beaucoup, d'être vigilant à toujours à pas trop le grossir, parce que mes personnages restent palpables et identifiables. D'où ton intervention sur la V1 sur sur Papy Mariole, parce que quand j'écris un roman, et ça sur chacun de mes romans, mes premières versions, elles sont quand même un peu à la truelle, c'est-à-dire que tous les traits sont un peu appuyés, grossis, etc. En disant bon ben voilà, là je vais vraiment. Mais je fais toujours des analogies avec le bâtiment, mais c'est vrai, on pète la cloison, mais on dit ouais, bon, et puis au bout d'un moment tu dis ok. Mais et là sur la première version de Papy Mariole, sur la première version de Mamie Luger, c'était ça aussi. Tu n'avais pas lu la première version de Mamie Luger, je crois. Parce que j'avais fait aussi, j'avais pris pas mal de bêta lectrices sur Mamie Luger. Et où on dit ouais alors attention parce que là ton potard il est trop haut là, et c'est vachement intéressant parce que moi je me dis bon dans les grandes lignes j'ai fait ma cuisine, mais on me dit ah là c'est un peu salé, là c'est un peu sucré, là c'est un peu trop, et c'est vachement intéressant de voir un moment, de prendre des distances sur certaines choses, de dire ok ça, si ça c'est pas bien perçu, c'est que je l'ai mal amené parce que ça j'y crois fort, ou des choses du bon ça j'y croyais un peu bof, et puis on me dit bah non vraiment pas. Oui. Et donc effectivement j'ai appelé, vous avez été 3, j'ai appelé sur la Verne Mariole en disant bon lisez-le et dites-moi un peu tout ce que vous ressentez, 3 femmes de typologies différentes, qu'est-ce que vous pensez du roman. Et donc j'ai noté tout le monde, et à partir de là moi ça m'aide à réécrire les versions suivantes en prenant ça en ligne de compte, en me disant attention là clairement quand 3 fois on me dit, 3 personnes différentes me disent sur ce truc là t'as été trop loin, ou au contraire quand j'ai des sons différents sur le même chapitre, bah, ça aide à essayer de trouver le juste ton, parce que c'est pas comme si j'arrive en disant mais je maîtrise parfaitement la situation. Je suis comme tout le monde, je tâtonne, j'essaye des trucs, et des fois je me plante, des fois je sais un peu je sais où je vais, mais il y a des outils que je maîtrise parfaitement, donc je sais que c'est solide, et des endroits où je me dis bon là est-ce que j'y vais pas trop fort, est-ce que je suis pas trop explicatif, est-ce qu'au contraire je suis trop. Et c'est là où les regards extérieurs
sont précieux. Bon, bah, tant mieux. Et t'as tiqué tout à l'heure quand j'ai dit vengeance, c'est pas un roman de vengeance, mais quand même dans beaucoup de tes romans, ça parle de vengeance. Si, non, t'as dit vengeance diabolique. Diabolique. Il partait en mode Non. avec des fusils d'assaut. Il y a quand même la thématique de la vengeance, elle traverse ton œuvre. Oui, parce que je suis en colère contre la vie. Non, c'est de la vengeance, mais justement, à chaque fois, parce que c'est de la à chaque fois, je mets des personnages qui vivent des choses très très dures. Et qui du coup incite une réponse. Donc soit la réponse c'est soit ils tombent en dépression et on rentre dans un autre roman, soit ils sont en réaction. Et la réaction ça va être assez vite de la vengeance. Et donc moi mon travail systématiquement c'est de dire bon bah là, comme j'ai quand même envie de développer comment on peut réagir face à ces situations, comment on peut réagir quand on est victime de revenge porn. Mon amie qui était victime de revenge porn, en l'occurrence elle est juriste donc pas de bol pour eux. Je me suis gossé parce que là elle leur a tenté un petit procès dans la gueule et que ça va être un peu sympathique. Mais sinon, comment on réagit quand on est victime, quand on est impuissant, quand on voit ces photos qui vous sont... Enfin, l'histoire de Jennifer Lawrence, vous voyez qui c'est Jennifer Lawrence, actuellement c'est une des plus grandes comédiennes d'Hollywood, c'est une des femmes les plus puissantes du marché américain du cinéma. Elle a été victime de revenge porn par un de ses amis qui a mis en ligne des photos d'elle nue. C'est Jennifer Lawrence, elle est milliardaire, elle a une armée d'avocats, elle ne peut pas supprimer ces putains de vidéos quoi, de photos. Donc qu'est-ce qui se passe quand Mathilde, quand une jeune fille qui est madame tout le monde, elle se retrouve dans cette situation. Comment on peut réagir par rapport à cette injustice-là? Donc l'idée pour moi, c'est une vengeance, mais effectivement, ne pas tomber dans les queues de elle va aller tous les buter. Elle va pas faire ça. Ça va être beaucoup plus subtil et vous le saurez. En fait, c'est plutôt ce que tu apprécies, c'est de construire la réaction plus que la vengeance, c'est de savoir comment elles vont réagir. Et à chaque fois, c'est d'ailleurs des femmes qui construisent qui sont débattantes et qui Ouais, c'est ça, c'est trouver des situations qui illustrent ce qu'on pourrait, toujours dans le fantasme, parce qu'évidemment ça n'arrivera pas, tel que ce qui est décrit, mais pas comme ça. Mais il y a quand même un côté, ouais mais les gars, faites gaffe, parce qu'il pourrait en vrai se passer ça. Et c'est aussi pour moi une façon de fantasmer une réaction que j'aimerais voir des fois, parce que quand même ces vengeances vont dans le sens de ce qui m'intéresse, et on en parlait tout à l'heure sur la rencontre sur Mamie Luger, on parlait de la moralité par rapport à Berthe, qui effectivement, Berthe subit ces violences et elle tue les hommes qui provoquent ces violences sur elle. Et on parle de moralité, je sais pas, mais la moralité elle est où quand à partir du moment où la loi elle est pas là, la justice elle est pas là pour la protéger, pour la sauver. Donc moi c'est plus, toujours pareil dans la notion de fable, de mettre dans des situations, de dire à partir du moment où la loi fait pas son boulot, comment on pourrait réagir. Et je me suis juste mis dans la tête de Mathilde, et moi-même je savais pas où j'allais, j'écrivais, je me dis bon, le revenge porn je l'ai assez bien, comment elle va réagir, comment je fais pour pas qu'elle prenne juste un flingue et qu'elle aille le buter. Et c'était un exercice intellectuel et émotionnel intéressant d'essayer de trouver un truc qui permettait derrière de développer le débat autour de cette problématique-là et de trouver des illustrations de choses qui pouvaient faire réagir. T'es pas convaincu? Si. Non, mais je j'étais en train de me dire c'est qu'il y a des romans féministes et finalement, l'homme de ce roman, c'est Papy Mariol. Lui, il est fragilisé parce qu'il est vieux, il est victime juste de son grand âge. Et je me demandais si un jour tu avais envie d'avoir un homme victime qui se... tu vois, c'est souvent quand même... D'un homme qui soit lui-même victime d'injustice. Ouais, parce qu'en fait, Papy Mariol, c'est pas une injustice incroyable, c'est juste la vie. Comment ? Dans Petiot, c'est un homme. Oui, mais il est pas victime. Lui, Enfin, il est pas que victime, c'était quand même aussi quelqu'un qui était pas... Non, c'est sûr. Non. Non, il était pas victime, il se sent victime, mais en fait, il est quand même responsable de là où il en est. Donc, il est coupable. Mais il y a les autres. Oui, alors dans les personnages secondaires, il y a Georges, voilà, etc. c'est ça. Donc oui, dans Joueuse. Très bien, Petiot, je vous conseille de le lire, super. Mais oui, c'est vrai que mais je peux complètement le faire. Oui. C'est des choses que j'ai pas développées là en roman, que j'ai un peu plus que j'avais développé sur des scénarios qui se sont pas faits. Mais oui, complètement, je pourrais le faire. Mais c'est vrai que là, en ce moment, alors je sais pas si c'est parce que j'ai été pris dans une sorte d'élan depuis Mamie Luger et des retours que j'ai sur ces romans et que la société
ne manque pas d'occasion de nourrir cette colère. Où tu dis, mais c'est pas possible. Et alors, il y a 1000 autres, évidemment, sujets pour être en colère dans cette société. C'est juste que là, moi, j'ai tellement mis un pied là-dedans que d'un coup, je suis très sollicité par rapport à tout ça. Et puis ça nous fait du bien. Hein. Moi, j'aime bien les femmes qui se vengent et qui deviennent super-héroïnes. Et voilà, et effectivement, et de jouer sur la... Et parce qu'on parle souvent, effectivement, je travaille le personnage de la femme, le personnage féminin, mais moi, mon travail aussi, de plus en plus, c'est d'être sur la figure masculine et sur la déconstruction de la figure masculine. Ouais, parce qu'on parle souvent... J'aime bien un homme doux, en fait. Mais c'est ça, et le truc, c'est que moi, je suis considéré comme un romancier féministe, parce que oui, j'aborde ces sujets-là, mais le féminisme doit passer aussi par la déconstruction de la virilité. Et ça, c'est le truc, c'est vraiment l'approche que je veux développer le plus en tant qu'homme, pour le coup, là, j'ai une vraie légitimité à parler de ça. C'est-à-dire que nous, le problème, c'est qu'on est éduqués avec ce putain de schéma de virilité qui fuck la tête de tous les mecs qui finissent par devenir les tortionnaires qui sont. Mais on parle d'éducation, mais c'est ça, d'éducation et de déconstruction. Là, en l'occurrence, Mariole, c'est pas un bourrin misogyne, voilà, mais c'est quand même un monsieur de la vieille école, quoi. Ouais, mais il est vigilant comme peuvent l'être les monsieur de la... Enfin, il est très tendre, mais il est tendre aussi, on ne sait pas comment il était avant. On comprend que ça... Bien sûr. Je peux pas trop en lire, mais... Non, mais l'idée, c'est pas de diaboliser tous les hommes et de dire voilà. Oui, c'est un gars de la vieille école, donc le cuissage, ça y allait, etc. C'est plus de dire... C'est plus là, avec Mario, c'est plus de pointer les petites choses, les petites scories qui sont encore là et les petits trucs. Mais c'est vrai que quand j'entends encore beaucoup d'hommes de tous âges, étonnamment, qui disent ouais, mais ça, on peut plus dire ça maintenant. Ben non, connard, tu peux plus dire ça maintenant, en fait. Il y a quand même un moment où je sais pas, on peut jeter la table et de dire non. Et en fait, c'est bien, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse plus dire ça. Et ça choque pas qu'on ne puisse plus avoir des propos antisémites et des propos racistes. Donc, non, effectivement, tu peux plus avoir des propos misogynes comme ça juste parce que c'est rigolo, quoi. Et c'est vrai que ça me met un peu toujours en colère, donc je pense que je vais continuer à écrire d'autres parce que bon. Oui, pour te calmer, du coup, oui. Je me suis demandé. Mais il y a aussi beaucoup d'humour. J'avais pas parlé d'humour là, je me demandais juste, c'est une question un peu à part. Dans ce roman, tu fais beaucoup référence à Alice au Pays des Merveilles. Ouais. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ta relation avec J'adore Alice au Pays des Merveilles. Alors ouais, mais souvent en fait, tu remarqueras quand même dans mes romans que je vais prendre une figure que je vais tirer. Tu vois, dans Cabossé, il y a beaucoup le truc autour du Minotaure et du Centaure. Et j'aime bien ce côté. Et souvent, je cite, tu vois, dans Joueuse, c'est Goldilocks. C'est comment en français, c'est quoi les trois boucles d'or. Ouais. Maxine, j'aime bien jouer avec ces petites figures là parce que ça me permet de tisser parce qu'elle boucle d'or, donc les trois ours, Balou c'est un ours, enfin tu vois, et le livre de la jungle, en fait simplement parce que quand j'étais gosse j'ai adoré le livre de la jungle et j'ai été traumatisé par Alice au Pays des Merveilles et en vrai j'adore la mythologie d'Alice au Pays des Merveilles et ce qu'a fait Lewis Carroll. Je trouve que c'est assez fascinant l'univers qu'il a tissé dans les deux, et c'est vrai qu'une fois que j'ai cette thématique en fait c'est un truc que je fais beaucoup en animation parce que moi je développe beaucoup des films d'animation, c'est le passage dans un autre monde. C'est quel projet narratif est plus emblématique que ça que Alice au Pays des Merveilles. C'est le côté elle tombe dans le trou, de l'autre côté du miroir, c'est la réalité, c'est les autres mondes qui sont de l'autre côté. Et donc là, j'étais dans cette thématique-là avec ce personnage qui va changer d'identité, qui va se transformer et puis de l'autre côté du miroir, parce que les smartphones, parce que ce qui se passe derrière son putain de smartphone, c'est une autre réalité qui l'entraîne. En fait, c'est une thématique qui est posée, une fois que je l'ai, c'est un boulevard. Donc plutôt que de faire 1000 références pop à droite à gauche, je me tiens sur Mathilde. Mathilde, c'est Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc dès que je vais, parce que je peux avoir tendance justement à en mettre un peu trop et à finir par perdre un petit peu, à dire bon bah trop de références, tu la références. Donc j'avais l'univers Rochefort avec Mariole et avec Mathilde, donc je suis parti dans ce truc très Alice au Pays des Merveilles parce que je trouve que ça c'est toute cette fantasmagorie que j'adore aussi. Ça a développé plein de choses. La chanson Variation sur Marilou de Gainsbourg. Vous connaissez cette chanson, Variation sur Marilou,
autour de Lewis Carroll, il y a 8 minutes de délire complètement sexué, comme il aime le faire de Gainsbourg, c'est un morceau que j'adore, et qui va dans ce côté un petit peu pervers, etc. Et donc voilà, donc je suis parti là-dessus, mais je promis, je le ferai pas à chaque roman. mais, non, mais du coup, ça me donne aussi le sentiment, t'arrêtes pas de dire, c'est tissé, c'est vrai qu'il y a une espèce de grande toile d'araignée autour de ton œuvre en général, parce qu'en fait, d'un roman à l'autre, il y a des personnages qui apparaissent, ça rebondit. Moi, je trouve qu'on peut faire, Papy Mariole, on retrouve ces deux personnages qui se lancent dans une mission et qui voyagent, ça reprend un peu Cabossé. En même temps, il y a des références qu'on peut... Du coup, je me demande encore cette espèce de grande toile de ton œuvre qui est en train de se tisser au fur et à mesure. Tu sais où tu vas ? Mais non. Aucune idée. Parce que tu vois, est-ce que tu sais déjà, par exemple, les personnages de Papy Mariole qui seront potentiellement dans le suivant ? Non. Puis en plus, je vais pas forcément continuer dans le noir. Oh, spoiler alerte. Tu devrais pas changer d'éditeur. J'aurais un peu changé d'éditeur, tu vois. Et aussi parce que j'adore écrire ce genre de roman, mais déjà, je pense que j'ai quand même dit un peu ce que j'avais besoin de dire sur ces aspects-là. Et puis là, j'ai aussi envie de changer de couleur, simplement non pas que j'y reviendrai pas, mais là, en ce moment, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. J'étais parti dans des trucs très noirs parce que quand j'ai écrit Cabossé, je sortais de mon film d'animation, donc j'étais dans quelque chose de très enfant, famille, joli, onirisme, et que donc je suis parti dans l'extrême inverse, et là il y a un truc un peu plus au milieu que je voudrais faire, mais voilà, ouais, c'est sûr que ce qui est rigolo, c'est qu'à force, l'univers que je tisse et je rajoute un motif à chaque fois, et je sais pas où ça va, mais comme je le rajoute en ayant les autres en tête, c'est plus là que ça s'emboîte en fait. C'est moins rétrospectivement, on se dit ah ouais, Mamie Luger, ça s'est super bien emboîté à Cabossé, parce que les gens lisent Mamie Luger après, mais en fait quand j'écris Cabossé, il y a les 4 chapitres avec Berthe, je sais pas qu'il va y avoir un roman Mamie Luger derrière. Donc j'écris les chapitres comme ça, c'est en écrivant Mamie Luger que je relis mes chapitres de Cabossé en me disant ah, faut que ça rentre dans ce truc là. Et donc c'est plus ça quand j'écris Petiote et que je me dis je vais avoir besoin d'une prostituée, ah bah tiens, il y avait une prostituée dans Mamie Luger qui était dans la cellule de dégrisement avec Mousse, bah je la reprends parce que du coup c'est rigolo, etc. Donc c'est plus c'est pas calculé, mais une fois que c'est mis en place, ça résonne. Après, juste pour revenir sur l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, quand je dis tisser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence qu'on pose sa grammaire sur un roman, c'est là où ça devient jubilatoire de dire à chaque nouvelle scène une image, comment tu l'as fait résonner par rapport à ce que tu as posé. Si je dis juste Alice au Pays des Merveilles, ça peut vite devenir un effet de manche et un peu facile. Si d'un coup, je dis on part sur elle qui se transforme, je pars en ciel, Alice au Pays des Merveilles, etc. Mais qu'à un moment ultra important dans le film, j'évoque de l'autre côté du miroir. Et d'ailleurs, après je dis Alice au Pays du Réveil, justement, c'est le côté, ça s'est joué avec toute cette thématique qui est posée. Et après là, c'est open bar parce que à chaque fois que je l'évoque, ben, d'un coup, je sais comment le faire résonner par rapport à quelque chose que j'ai posé, et d'un coup je prends vraiment le lecteur en complicité avec ça. Du coup, nous, c'est pour ça que c'est aussi tellement agréable de te lire, c'est que on est accompagné. Enfin, on a tous ces petits leviers d'humour, de connivence, de relations qui se tissent avec toi, et du coup on sent les mécanismes on sent certains mécanismes que tu as utilisés dans l'écriture et qui t'ont fait plaisir, et ça me fait plaisir aussi. Enfin, moi je trouve que c'est comme ça que je le ressens. Ouais, mais c'est ça, l'idée c'est pas de le cacher, au contraire, c'est plus que ça devienne jubilatoire et que ce soit mais ça c'est du travail de scénario. Là je suis en train d'écrire un nouveau film en ce moment, et ça c'est génial de se dire tiens, à ce moment-là j'ai besoin de ce climax émotionnel, mais attends, mais oui évidemment, ce truc que j'ai posé que j'ai pas trop utilisé à ce moment-là, d'un coup si je le mets là, bah, les deux prennent vachement plus d'amplitude sur ce que ça représente. Ça veut dire aussi qu'il faut que je le remette au milieu pour amener ce truc là, et donc les passages où j'étais souvent on écrit, on dit ah là j'aurais besoin d'un petit rouage qui, et du coup on le fait rebondir par rapport à ce qu'on a placé avant ou après, mais on le sait pas forcément. C'est pour ça que c'est très laborieux dans le bon sens du terme, c'est de l'artisanat, et que plus on est plus on avance et plus la forme commence à prendre une forme
solide, plus c'est jubilatoire parce que d'un coup, le petit truc qui manquait, c'est comme trouver la bonne pièce du puzzle et ça rentre. Et là, c'est et plus les pièces elles sont rentrées, plus le projet global il devient indéboulonnable et les quelques endroits qui restent encore à affiner, on peut se concentrer dessus, mais voilà, je n'ai pas de conclusion à ça, mais en tout cas, c'est formidable. Très bien. Bon, comme vous êtes très nombreux à avoir lu Mamie Lugar, peut-être que vous avez des questions également, des choses à apporter ou... Qui est-ce qui a acheté une pelle dernièrement? D'accord, il y en a combien qui sont intéressés? Ici, c'est le marteau. Ah, c'est le marteau, oui, non. C'est à la coréenne, donc. J'ai pas encore fait du meurtre au marteau dans mes romans. J'avais une petite anecdote comme ça, j'avais un scénario que je voulais adapter en Corée, je l'avais envoyé à un producteur coréen qui m'a dit non mais c'est pas possible, ton film il est trop violent, elle a un flingue. J'ai les films coréens, oui, à quoi ça ressemble les films coréens quoi. Je fais mais comment ça se trouve? Déjà c'est une femme qui se bat et ça se fait pas beaucoup là-bas, et surtout elle a un flingue, et je fais alors nous, il n'y a pas de flingue, il n'y a pas d'arme, hein. Nous c'est au marteau. Et en fait, vous regardez tous les films coréens, ils y vont au marteau, à la scie, au tournevis. Et en fait, et du coup, c'est pour ça que c'est toujours des boucheries. Donc, petite anecdote sur les différents rouages narratifs. Oui, on a un marteau en ce moment derrière la caisse, c'est juste qu'on a fait des travaux. Hein. Il y a un pas de projet. une pelle, un marteau, d'accord. Si scène de équipés. crime il y a, on sait d'où ça vient. Pas de réaction particulière Sur le marteau. Non. Je regarde un petit peu intensément Célia qui... Non, d'accord. Ça marche. Et ben, je sais pas... Est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que tu veux que je... J'ai une critique. Une critique. Je suis tout à fait ouvert à la critique. Il y a trop de temps d'attente entre chaque livre. Il y a trop de temps entre chaque livre. Mais parce qu'entre chaque livre, il se passe aussi d'autres trucs sur d'autres supports. Ça, est-ce que tu... est-ce qu'ils sont dans ta toile d'araignée je géante suis là? pas en train de traiter cette feignant, je dis simplement que moi, Ouais, et je comprends. Et alors, ouais. je viens emmerder la jeune fille qui est à côté de toi, là, régulièrement en disant « Alors Philippon. » Donc un jour, je l'ai tellement emmerdé qu'elle me dit « Le prochain Philippon, c'est une BD. » Alors moi, j'attendais la BD avec une relative impatience, et c'est ça qui est sorti. Donc, c'est un peu une BD. T'en as deux. C'est un peu une BD, mais quand même. Il a une dernière. Est-ce que tu l'as acheté, la BD de l'année dernière? À l'année prochaine. Ah oui, mais c'est... Oui, non, c'était... Non, on l'a... Tome 2 On l'a eu, mais non. Non, on l'a eu, bon. On est plutôt... Voilà, tu vois, moi je m'efforce à faire des trucs un peu sympas. On l'a eu, mais bof, tu vois. Non, oui. Bientôt, il y aura le roman graphique Mamie Lugar. Okay. En 3 tomes, ça va fracasser. En 3 tomes. Qui fait les illustrations? Nicolas Karamidas, qui est quelque part, par là. D'accord. Il fait des choses très bien. Et puis là, je commence un film, donc en fait... Il faudra attendre. Donc là, il va falloir attendre, il va falloir que je trouve du temps pour... parce que mon éditrice, elle est comme toi, hein, elle veut pas que je l'embine. Donc il va falloir que je trouve du temps. C'est pas les mêmes intérêts, je pense. C'est une même passion. Et une même pression sur mes épaules. Mais ouais, 2 ans, moi je trouve que c'est quand même... déjà, en fait, c'est le temps qu'il faut pour écrire, parce que c'est long. Parce que, tu vois, la première version du roman, j'ai mis une bonne année pour l'écrire en faisant d'autres choses en parallèle. C'est là où j'ai changé d'éditeur en cours de route. C'est là où j'ai commencé à le faire lire à des lectrices qui m'ont dit « Wow, il y a des trucs à modifier ». Et tu vois, le temps du retravail, il faut 2 ans sur un roman. Moi, je comprends pas les auteurs qui en pondent un tous les ans. Soit ils sont extrêmement talentueux, soit ils sont extrêmement rapides, soit ils sont... je sais pas, mais je ne me permettrai pas d'eux. Mais c'est vrai que... Bon, après, moi, c'est pas ma seule activité d'écriture. J'écris donc aussi du scénario. Là, je repasse à la réalisation, donc c'est un peu ambitieux de tout faire. Mais je te promets que je te satisferai tous les 2 ans du mieux que je peux. On dit souvent, c'est la montée d'escalier qui est plus intéressante, donc l'attente, C'est ça, voilà. Donc attends, le prochain, il va être ouf. Cela dit, le prochain est déjà validé, hein. Il est pitché, j'ai toute l'histoire, j'ai toute la trame, validé par mon éditrice. Ça va être super, ouais. Ça s'appelle Aurore. Voilà. Tiens, je vous drop un peu, je vous drop un petit peu du scoop. Ça va être beau, ça va être émouvant.
Voilà. Et il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de pelle, il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de vengeance. Ok. On va se faire chier. Très bien. Ouais, mais ça va être super. Ok. Donc toi qui as lu la V1 et la V4, ça va? J'ai fait le Ouais, t'as le fait job. le job. T'as fait le Ouais. job. Franchement, oui, je suis contente qu'il y ait des scènes entières qui n'y soient plus, qui alourdissaient un petit. Enfin, je peux pas me permettre de dire ça. Non, dis-le, c'est filmé. Notamment, oui, bref, il y a des scènes qui n'y sont plus et Ah, je tu te trouve que souviens du coup très c'est. précisément de... Ouais. J'ai coupé des trucs si... Ouais. Si. Et du coup, en reparlera. ça, c'est. Bah, je te le dis après. Mm. Et donc, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Bravo, Ouais. bon travail. Merci. Ouais, Mais non, il faudra c'est- plus que je lise des on a prochains. l'impression qu'à un moment on est un peu installé sur une autoroute, mais que nini quoi. Et, ouais, chaque nouveau roman c'est quand même Eh une ben, aventure quoi. Je vous propose de faire dédicacer vos livres si vous souhaitez. Il y a un petit verre de l'amitié qui est proposé au fond de la librairie. Oui, nous on a commencé Voilà. le verre de l'amitié en Ouais. discretos. Ça s'est pas vu. Ouais, mais c'est l'amitié. C'est vu. Oui, mais vous l'avez eu votre petit verre? Vous l'avez eu, voilà. Donc on est d'accord. Il y a des privilégiés. Oui, il y a des privilégiés. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci Caroline. C'était bien.